Voilà, on poursuit ce direct depuis le parc de la Citadelle à Strasbourg à l'occasion de la rentrée des associations, un rendez-vous organisé par la Maison des associations. Aujourd'hui et demain, 200 associations sont présentes pour présenter leur activité, pour parler d'elles et bien sûr pour rencontrer le public. J'imagine que c'est pas forcément évident de rencontrer le public avec le contexte Covid. Alors on va faire un petit tour de table déjà pour vous saluer et vous interroger sur cette première question de la rencontre. Donc à ma droite, l'association AFT Technoprog. C'est oui. Juste, très bien, avec Gauthier Keane. Alors du coup, la rencontre ici avec les gens, alors certes c'est le tout début de cette rentrée des associations. Est-ce que c'est simple? Est-ce que vous remarquez que le Covid malheureusement joue sa carte? Écoutez, il y a un peu moins de monde effectivement. Alors c'est super finalement parce qu'on peut comme ça discuter. Typiquement quand les gens y passent, ils voient écrit transhumanisme, ça leur fait peur. Donc ils viennent, on en discute et c'est beaucoup plus calme finalement. La dernière fois il y avait vraiment beaucoup de monde, c'est difficile de nous entendre. Alors que là on peut vraiment avoir des discussions philosophiques sur le sujet du transhumanisme et expliquer un peu les tenants et aboutissants de l'association Technoprog. Donc non, c'est très bien finalement pour nous. D'accord, donc peut-être moins de contacts mais des rapports plus qualitatifs peut-être. Voilà, exactement. Très bien. Également, donc on va découvrir bien sûr l'association tout à l'heure, en discuter en détail. Également avec nous, alors il va falloir m'aider pour la prononciation du nom. Il n'y a pas de problème, oui. Donc vous êtes Thierry Michel, oui. Et vous allez nous parler du club de karaté, je vais le dire comme ça, c'est ça? Oui, donc club karaté Oshukai. Oshukai, ah ça va. Oshukai. Ouais, finalement, on s'en sort facilement. Exactement. Et on est section du SUC Sport Université Club de Strasbourg. Très bien. Et du coup, ici, pour cette manifestation de la rentrée des associations, est-ce que vous proposez également, j'imagine, désolé, je fais des signes en même temps que je parle. Est-ce que vous proposez également des petites initiations, une découverte du sport? Oui, on propose toujours des initiations sur notre stand. Bon, cette année, on n'a pas beaucoup de place. Effectivement, on est un petit peu serré avec un sens de parcours, donc on n'a pas beaucoup de place, mais on accueille quand même des personnes pour faire de l'initiation, oui. D'accord, et justement, vous, est-ce que vous avez déjà remarqué, enfin, forcément vous l'avez remarqué, mais comment ça vous impacte ce Covid là dans cette manifestation, la rentrée des assos? Alors, nous on a de la chance, c'est qu'on a repris notre activité normalement. Ok. Donc on est chanceux et on voit que les gens reviennent quand même dans les associations, ils reviennent dans les dojos. Donc pour nous c'est très très positif cette année finalement. D'accord, les premiers décrassages après confinement, ça a dû être difficile. Exactement. Très bien, on parlera de votre activité tout à l'heure. Également avec moi autour de cette table pour ce plateau, France AVC 67 avec Daniel Hoffart. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Est-ce que, puisque j'imagine, et j'ai entendu ça à plusieurs reprises, peut-être que des sujets très importants de santé sont un petit peu occultés aujourd'hui par le Covid. Alors il faut parler du Covid bien sûr. Est-ce que vous avez ce sentiment-là vous aussi ou pas du tout? J'ai ce sentiment-là et nous sommes nombreux à l'avoir, puisqu'on a constaté pendant la période du confinement, il y a eu une baisse de 40 à 60% des nombres d'AVC. Alors c'est juste qu'il n'y a pas eu de baisse vraiment, mais c'est juste que les gens ne faisaient pas le 15, ne composaient pas le 15 et n'allaient pas intégrer la filière AVC dans l'unité neurovasculaire, par exemple à Strasbourg. Et ces chiffres-là, ils sont un petit peu nationaux. Et malheureusement, effectivement, le Covid a fait beaucoup de dommages collatéraux, normalement, et notamment tout ce qui est pathologie avérée déjà ou accident vasculaire cérébral. Très bien, on parlera du coup de votre action, j'imagine en prévention et également pour les personnes touchées. En accompagnement aussi. Très bien, merci beaucoup d'être avec nous. Également l'association Alcool Assistance, représentée par Jean-Marie Lecaux. Bienvenue, là tout est dans le nom j'imagine par rapport à l'activité de l'association, mais vous allez pouvoir nous développer ça. J'ai lu des choses très intéressantes sur votre site internet, des vidéos également très bien faites, donc on pourra en parler ensemble. Est-ce que vous aussi vous sentez que cette thématique justement de prévention par rapport à l'alcoolisme, etc., est-ce qu'elle est un petit peu occultée par un contexte sanitaire occupé par le Covid? Occultée non, je dirais que pendant la période de confinement, les personnes qui avaient tendance à consommer de l'alcool soit avaient de la difficulté à s'approvisionner, soit consommaient un petit peu plus chez eux puisqu'ils avaient du stock. Notre association cherche à rester en contact avec les personnes qui ont un problème avec une addiction, l'alcool, la drogue ou autre. Et donc on avait de la peine pendant cette période de confinement à rester en contact parce qu'on fait pas mal de réunions
Donc on a fait du contact soit téléphonique, soit par Skype. Alors, on s'est adapté. Je ne sais pas s'il y a des chiffres qui existent, mais est-ce que justement il y a eu une augmentation des problèmes liés à la consommation d'alcool ou autres drogues justement pendant cette période de confinement, ou est-ce qu'on est stationnaire? On a constaté qu'il y avait plus de violence dans les familles liées aux personnes qui avaient l'habitude de consommer un petit peu plus que d'habitude et qui, étant stressées, avaient tendance à se défouler, non pas sur un punching ball, mais sur ce qui était à portée de main. On va les inscrire au club de karaté, ces personnes. Non, non. Le reste de leur famille, oui, pour se défendre. Plutôt oui. Non, justement pour les canaliser. Pardon si j'étais maladroit. Non, justement, ça sera une de mes questions, à savoir est-ce qu'on arrive à se canaliser lorsqu'il y a cette tension via des sports comme le karaté? Oui. Très bien. On vous reprend tout à l'heure avec ça. Donc je vous propose un premier tour de table pour on va oublier un petit peu ce Covid qui anime un petit peu tous nos discussions, et on va parler de vos associations, de peut-être leur histoire ou de leur actualité, qu'on puisse vous découvrir tout simplement. Donc bien sûr, des gens viennent au parc de la Citadelle pendant aujourd'hui, demain, pendant ce week-end pour vous découvrir, vous parler avec eux, mais ceux qui n'auront pas l'occasion de venir et qui nous écoutent, qui nous voient, eh bien qu'on puisse un petit peu prendre la température et mieux vous connaître. Alors je vais continuer le sens, j'ai commencé déjà tout à l'heure, ça tournait dans ce sens-là, voilà, on va continuer ça. AFT, Technoprog. Oui. Donc parlez-nous un petit peu de cette thématique qui, je pense, intéresse beaucoup, mais je pense peu connaissent ce que vous prônez exactement. Et effectivement, oui, ça pose beaucoup de questions dès le début. Donc déjà, juste pour présenter l'AFT, il y a un son en plus dans... Alors on a une ambiance, okay, effectivement qui est là, on est au parc de la Citadelle. D'accord, pas de problème. Donc oui, il y a à peu près 200 personnes de l'association AFT aujourd'hui en France, et il y a plein de groupes. Donc moi je représente spécifiquement l'association, la partie 67 de l'AFT. Oui. Et donc l'AFT Technoprog, comme vous l'avez dit, parce que ce qu'on souhaite, c'est que les avancées technologiques et la compréhension de ce qu'est l'être humain, l'homo sapiens, que ça vienne aider aussi le progrès social, que le progrès technologique aille de pair au progrès social. Donc c'est pour ça qu'on a rajouté Technoprog, qui pour nous est important et qui représente bien l'association entre le progrès de la technologie et la partie, le progrès social en fait. Pour nous ça va de pair, et c'est important d'intéresser les gens aux questions de transhumanisme, parce que le transhumanisme, qu'on le veuille ou non, il arrive, il se met en place, et si les gens ils savent pas, ils n'acceptent pas la réalité de ce qu'on sait scientifiquement, qu'on est par exemple une machine biologique, on peut en parler des heures, hein, mais ce genre de choses, ils doivent l'accepter, ils doivent le comprendre, ils doivent comprendre ce qu'on peut faire, ce qu'on pourra faire demain, comme... Oui, j'allais vous dire, concrètement, le transhumanisme aspire à quoi? C'est les yeux qu'on peut remplacer si jamais il y a une défaillance Alors, il y a énormément de différents sujets, il y a autant de transhumanisme qu'il y a de transhumanistes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir effectivement, dans l'idée, on pourrait se demander est-ce qu'on peut remplacer nos yeux biologiques par des yeux plus efficaces? Ça pose des questions éthiques et philosophiques énormes, mais ça va être aussi repousser la mort de vieillesse. Aujourd'hui, la vieillesse, c'est une réalité. On meurt tous de ça à la fin, et c'est la dernière maladie qu'on n'a toujours pas réussi à soigner. Donc voilà, c'est toutes ces questions-là. C'est vraiment passionnant parce que finalement la nature est amorale, la biologie, la génétique est amorale, et ce qu'on dit, c'est que la science, la technologie, la conscience humaine, elle peut nous permettre d'aller plus loin que ce que nous sommes actuellement en tant qu'Homo sapiens. Et pour moi, philosophiquement, je vous conseille de passer nous voir, mais philosophiquement, c'est super intéressant de se poser ce genre de questions. Et donc partout en France, on fait des réunions à peu près tous les mois. Vous pouvez aller voir le site de l'association française transhumaniste sur internet pour retrouver toutes ces réunions. Oui, c'est vrai que c'est passionnant de se projeter dans le futur par rapport à ces technologies qu'on intègre. Mais alors j'ai juste une question que quand j'ai visité votre site, je me suis dit tiens, est-ce que c'est pas à contre-courant ce que vous imaginez par rapport, vous savez, à une sorte de retour à la terre qu'on prône actuellement, le consommer local, le produire dans son jardin, aussi une forme d'acceptation de ses limites et de son identité.
où on est fini et on l'accepte et c'est pas si grave. Est-ce que justement parce que ça c'est quand même très à la mode, j'ai la sensation en tout cas. Est-ce que c'est pas un peu à contre-courant par rapport à ça? Alors, en quelque sorte, mais nous ce qu'on explique, c'est que ce qu'on pense en tout cas, c'est que la biologie, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est simplement le résultat de l'évolution, et que cette évolution elle est totalement amorale, ça s'est fait comme ça, et qu'il n'y a pas de raison objective qu'on se dise qu'on puisse pas évoluer. Moi, par exemple, je sais que ça m'arrivera pas, c'est pas pour ça que je milite, mais j'aimerais par exemple avoir une conscience plus évoluée que celle que j'ai aujourd'hui, ou j'espère en tout cas que mes petits enfants aient une conscience plus évoluée. Et si mes petits enfants ne se définissent plus comme Homo sapiens mais font toujours partie de l'humanité, moi ça me convient totalement. Et c'est ce que j'espère en tout cas, c'est qu'on continue d'évoluer pour plus de progrès technologique et social, oui. Oui. C'est vrai que ça paraît parfois un petit peu science-fiction, hein, mais c'est vrai que quand on repense à certaines évolutions, il y a 10 ans, un YouTube n'existait pas, Internet n'existait pas il y a 20 ans, etc. C'est vrai que ça permet de dire que des choses peuvent avancer très vite, très rapidement. Le téléphone portable, personne n'a vu arriver. Téléphone portable, exactement. Merci beaucoup. Alors, il y aurait tellement à dire et ça va être difficile de le faire, donc on vous renvoie vers le site internet AFT Technoprog, et bien sûr, on peut vous rencontrer tout ce week-end sur votre stand à la rentrée des associations Parc de la Citadelle à Strasbourg. Je continue ce tour de table, donc je me tourne vers Thierry Michel, donc du club Oshukai. Parfait. Karaté. Alors justement, parlez-nous un petit peu, je lançais un cliché tout à l'heure avec ce karaté qui peut peut-être nous aider à canaliser des choses et à les focaliser dans un art martial. Est-ce que c'est une réalité ça ou un fantasme? Pas du tout. Donc notre association, c'est Oshukai Strasbourg. On est rattaché à une organisation nationale qui est Oshukai France, qui est elle-même rattachée à une fédération internationale, toujours Oshukai, qui a été créée par mon maître qui s'appelle Chinen Kenyu, qui est aujourd'hui le chef de cette école-là et qui vient d'Okinawa. Donc on pratique un style d'art martial qui vient de cette petite île, qui est au sud du Japon. Et donc on est, nous, inscrits dans la tradition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le karaté qu'on peut voir de partout, c'est du karaté sportif. La performance, l'excellence, être premier. Nous, on est plutôt à travailler sur soi-même, donc de s'améliorer, d'être meilleur aujourd'hui que hier et demain meilleur qu'aujourd'hui. Donc tout notre travail se base sur soi. Et justement, une dynamique d'amélioration, est-ce qu'elle est physique, est-ce qu'elle est mentale, les deux, j'imagine? Alors, on se base sur un concept qui s'appelle en japonais Shin-Gi Tai. Shin, c'est l'esprit, Gi, c'est la technique, et Tai, c'est le corps. Donc on a mis la technique au milieu, c'est grâce à la technique que le corps va soutenir l'esprit. Et ça, c'est au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge, on va avoir l'esprit qui va nous permettre de soutenir notre corps. Quand on est jeune, c'est le corps qui soutient l'esprit. Donc on est physiquement, on est en forme, tout va bien. On peut avoir un esprit qui est un petit peu faible, du coup, le corps compense. Plus on vieillit, la courbe va s'inverser. Donc si on a bien travaillé des longues années dans l'art martial, on va avoir un esprit fort et on va pouvoir accepter toutes les défaillances de la vie, toutes les défaillances qu'on a quand on vieillit, les maladies ou juste simplement une vieillesse. Et de mieux accepter, de mieux l'accepter en fait. Et justement, du coup, pour avoir une bonne image du karaté à Strasbourg, est-ce que dans votre association, est-ce qu'il y a beaucoup de membres? C'est quoi les tranches d'âge? Alors, on part de 6 ans jusqu'à 65, 70. Donc, on adresse tout le monde parce qu'à chaque tranche d'âge, l'art martial apporte quelque chose. Donc, du coup, on n'est pas limité parce que si on était un karaté sportif, on travaillerait dans la performance. Et la performance, c'est une tranche d'âge bien particulière. Donc, on n'est pas du tout dans ça. Et on est aujourd'hui 80 à peu près dans notre association. Et on est le plus vieux dojo d'Alsace, puisque j'ai repris ce dojo qui a été créé par M. Abersetzer en 1962. Et il continue encore aujourd'hui. Donc, il a mis l'étincelle, on continue à alimenter le feu, donc ça continue. Moi, ça fait 20 ans que j'ai repris le club à Strasbourg, et ça fait 20 ans que j'essaie d'enseigner donc cet art martial traditionnel. D'accord, et il faut un profil particulier pour venir? Est-ce qu'il faut être robuste physiquement? Absolument pas. D'accord. Justement, c'est grâce au travail qu'on va s'améliorer, le taille, le corps, et petit à petit, le shin, l'esprit, grâce à la technique martiale.
Voilà, et donc même si, comme on le disait tout à l'heure, hein, les possibilités sont un peu réduites cette année, mais il y a des démonstrations actuellement au Parc de la Citadelle. Oui, on a fait des démonstrations ce matin, on va en refaire encore demain. Donc vous êtes bienvenus pour voir un petit peu notre travail. Voilà, jeter un œil et pourquoi pas effectivement mettre un premier pied à l'étrier. C'est ça, dans ce sport. Est-ce qu'il y a des professionnels? Est-ce que vous êtes vous-même le professeur? Est-ce que vous êtes professionnel? Moi je suis professionnel depuis 5 ans maintenant. D'accord. Où j'ai décidé de dédier ma vie comme mon maître l'a fait lui-même pour justement faire connaître notre art martial. D'accord. Est-ce que la crise du Covid, c'est quelque chose qui rend l'équilibre difficile? Alors heureusement qu'on a un esprit fort. Pour nous, nous c'est un combat, tout est combat. Donc le Covid, ça a été un des premiers combats. Donc de suite, au mois de mars, on a mis en place des cours en ligne. Ça m'a permis de garder le contact avec tous mes élèves, de permettre d'avoir un moral assez fort, assez haut pour justement gérer tout le stress qu'a pu occasionner ce confinement qui était... vraiment du jamais vu, quoi. Oui. Merci beaucoup Thierry Michel, du club de karaté Oshukai. Je suis désolé. Mais j'aurais essayé jusqu'au bout. Le sport, c'est bon et par rapport à la prévention, j'imagine, des risques cardiovasculaires. Et justement, on parle de ce sujet avec France AVC 67 et Daniel Hoffart qui nous fait le plaisir d'être avec nous sur ce plateau pour nous parler de cette thématique. Alors, deux volets, peut-être plus, mais on évoquait notamment deux volets tout à l'heure, le côté prévention et le côté accompagnement des personnes qui sont touchées par l'AVC. On s'occupe du avant, du pendant et du après, puisqu'il y a 3 phases dans l'accident vasculaire cérébral. Donc en fait, un pan de notre mission s'adresse au grand public, donc faire connaître l'AVC. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se manifeste? Comment le reconnaître? Et qu'est-ce qu'il faut faire quand on le voit ou quand on le subit soi-même? Ensuite, un deuxième pan, c'est le après. De l'accompagnement au quotidien des victimes, des familles, parce que c'est un tsunami pour la personne, c'est un tsunami pour l'accompagnant, pour la famille, pour les amis. Enfin voilà, ça change la vie sociale, la vie professionnelle, la vie tout court en fait. Alors c'est pas qu'elle est mieux après ou moins bien après, elle est juste très différente. Et il faut arriver à s'accepter après avec ses différences, se faire un travail sur soi. Et se connaître un petit peu comme vous Thierry, voilà, se connaître et se reconnaître et s'accepter. Oui, j'imagine qu'il y a des gens qui sont bouleversés par ce type de parcours de vie ou cet accident de parcours, vraiment, on fait un AVC, j'imagine que il y a des choses qu'on ne fait plus pareil le lendemain. Exactement. Du coup, c'est vraiment un accident. C'est se faire renverser par un bus dans la rue, c'est exactement pareil. C'est un accident. On n'a rien prévu. C'est pas comme une maladie où si on vous détecte en cancer, vous avez un protocole, vous avez des perspectives. Un AVC, c'est nous plongeons dans l'inconnu le plus total. Mais pour vous et pour la famille, d'un claquement de doigts, la vie s'arrête et elle peut être très très différente après. Comment l'appréhender? Qu'est-ce qu'on va faire après? On se retrouve parfois aux sorties de l'hôpital, on se retrouve sur le canapé en disant « mais je fais quoi maintenant? Ça va être quoi ma vie avec ce qui me reste en fait ?» Et on essaie toujours de voir « mais avant c'était comme ça, mais avant c'était comme ça ». Et en fait, il faut faire c'est un vrai travail de deuil de ce qu'on était avant. Maintenant, on est une personne différente. On a des possibilités différentes, ça ne veut pas dire qu'on n'en a plus, elles sont juste différentes. Et s'accepter. Tranquillement, passer les étapes, c'est un vrai travail de deuil en fait. Passer tranquillement les étapes, rencontrer des gens, parler ensemble. C'est pour ça aussi qu'on a créé cette association, pour échanger. Parce qu'on se dit, tout ce qu'on a vécu, il ne faut pas que ce soit pour rien. Il faut qu'on vienne en aide aux personnes à qui ça arrive et qui sont complètement perdues. Et on se dit, voilà... Cette résilience, en fait, il faut être... Voilà, on parle souvent de résilience avec Boris Cyrulnik, pareil, qui est le pape de la résilience et qui est un vrai maître à penser. Et se dire, peu importe ce qu'on a, peu importe les outils qu'on a, faisons quelque chose. Et comment est-ce que justement le contact se fait entre une personne qui traverse cet accident de vie, un AVC, et qui du coup se retrouve un petit peu le lendemain avec ça sur les bras, et l'association, du coup la vôtre, France AVC 67, comment est-ce que se fait la connexion entre les deux? Par différents canaux, on a une page Facebook qui est très bien entretenue et qui parle un petit peu de sujets en général sur l'AVC, sur les choses que nous faisons nous. On intervient aussi à l'unité neurovasculaire d'hôpital de Haute-Pierre, où là, vous atterrissez là-bas quand vous faites un AVC. Et du coup, on fait partie du programme PETAL, donc c'est un programme d'aide, d'accompagnement. Et là, on parle vraiment du patient.
là où le patient a une vraie parole, en fait. Et du coup, alors, ça fait une question un peu cliché, mais si on peut avoir deux, trois petites choses, 2-3 petits conseils pour justement la prévention AVC. J'imagine qu'il y a le sport, on le citait tout à l'heure. Ouais. Ah oui. C'est primordial. Hein. J'imagine que le cholestérol, il faut éviter. Ouais. Alors le premier facteur à risque, c'est la tension. C'est l'hypertension artérielle. Donc vraiment, si vous avez régulièrement plus de 16, c'est que vous êtes en hypertendu. Il y a 7 millions de personnes en France qui sont hypertendues, qui ne savent pas qu'ils sont hypertendus. Et quand vous commencez à faire des yo-yo comme ça, des pointes qui peuvent monter régulièrement au-dessus de 16, qui peuvent aller jusqu'à 20, voilà, il faut vraiment prendre rendez-vous avec son cardiologue et se faire suivre. Parce que c'est ça le plus dangereux, parce que ça fatigue les artères. Si vous avez un risque de faire un caillot quelque part, dans un battement de cœur, le caillot il stagne dans le cœur et le prochain battement il monte dans le cerveau et c'est fini. Oui. Donc vraiment, faire attention à soi, être juste bienveillant avec soi-même, ne pas pousser la machine, en fait, s'écouter. C'est juste, alors je sais que la société actuelle ne le permet pas, hein, mais c'est un luxe que tout le monde devrait s'accorder. C'est juste être bienveillant. Ça pourrait être la thématique de toute une émission, l'engrenage vers des emplois du temps qu'on ne voulait pas. Merci beaucoup. En tout cas, on rappelle le nom de l'association France AVC 67. Toujours en direct du parc La Citadelle, ça s'entend hein, pour ceux qui nous rejoignent. Alors je me tourne vers le dernier invité de ce plateau, Jean-Marie Lecaux de l'association Alcool Assistance. Alors il y a le nom alcool, mais ça va au-delà avec, on citait tout à l'heure les drogues, etc. Tout ce qui est addictif, j'imagine. Il y a des vidéos très bien faites sur votre site internet que je suis allé visiter, donc je vous invite à aller voir, qui parle notamment j'ai été très intéressé par le si mon conjoint est alcoolique ou a des tendances alcooliques, si mes enfants, mon ado pratique le binge drinking pardon, là où on boit en soirée énormément, qu'est-ce que je peux faire, des ressources, donc des choses très intéressantes. Parlez-nous un petit peu de l'association Alcool Assistance. Merci de votre curiosité tout d'abord pour avoir été fouiller le site d'Alcool Assistance. Il y a alcool et assistance, donc on est là également un maillon qui prend soin de la santé des gens, et on se rend compte que c'est difficile quand on a eu une tendance addictive, donc consommer pour le plaisir, consommer bien, consommer avec d'autres, consommer par besoin et finalement consommer pour ne plus aller aussi mal. Et à partir du moment où on est en train de consommer quel que soit le produit, de l'alcool, de la drogue, si on est un joueur compulsif, ça veut dire qu'on a passé le stade où ça nous faisait plaisir. Et donc on se rend compte que l'alcool tue, le tabac tue, les drogues tuent, et on n'est pas là pour faire vivre tous les gens. Ils vont finir par mourir, quel que soit le transhumanisme qu'on leur accorde, mais on est là pour leur permettre de prendre conscience de la consommation qu'ils ont, des dégâts que ça peut leur faire, des dégâts que ça peut faire autour d'eux, et les aider, s'ils le souhaitent, à choisir autre chose. Il y a des services, donc ça c'est le but d'Alcool Assistance, aider les personnes qui ont une problématique liée à l'alcool ou à d'autres addictions. Et on s'est rendu compte que c'était une maladie. C'est pas nous qui l'avons dit, ça a été reconnu comme étant une maladie. Donc il y a des services dédiés dans les hôpitaux, services d'addictologie, il y a des centres de cure, des centres de soins, des périodes de sevrage où les personnes vont pouvoir accepter que la molécule alcool, si on prend l'alcool au bout d'une semaine, n'est plus présente, mais le comportement qui a amené à remplacer un mal-être par l'alcool, lui, il est toujours là. Et c'est ce comportement qu'on va aider à faire prendre conscience les personnes qui vont nous rejoindre. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas des experts médicaux, on est des experts dans le produit addictif qui nous a mis le nez par terre. Et le fait de partager cette misère, c'est fabuleux. Parce qu'on peut raconter à des personnes comment on est, et en face de moi, je n'aurai pas quelqu'un qui va me juger, puisque peut-être qu'il était pire que moi. Et on se retrouve dans les dynamiques de cercle, justement, de dialogue entre alcooliques, ce qu'on a pu voir peut-être dans des films ou autre. Oui, d'accord. Et le fait de partager ça, celui qui ne sait pas très bien où il en est, il va peut-être se rendre compte que s'il continue comme ça, il va aller aussi mal que celui qu'il a en face de lui.
Donc il y a cet effet miroir qui est tout à fait positif. Et on s'est également rendu compte que le fait d'aider les personnes qui avaient une problématique, eh bien, il y avait autour de cette personne toute une famille qui vivait mal, qui s'adaptait, qui cachait le fait que la personne avait des troubles. Et donc, on s'est aussi intéressé, chez Alcool Assistance, à faire des réunions, pas uniquement des groupes de parole pour les malades, mais également des groupes de parole pour l'entourage, pour les jeunes, et également pour les femmes, parce que la problématique féminine peut être différente de la problématique masculine. Et il y a des choses que des femmes qui consomment de l'alcool, souvent chez elles, sans que personne ne le sache, cachent quelque chose qu'elles ne pourront pas dire s'il y a s'il y a des hommes qui sont avec elles en groupe de parole. Et donc on est là, à la différence d'autres mouvements. Je m'appelle Jean-Marie. Je sais que je m'appelle Jean-Marie, donc je ne suis pas anonyme. Et le fait de ne pas être anonyme veut dire qu'à un moment donné, je reconnais que tel et tel produit m'a fait du mal. J'ai eu la chance d'être soutenu par des personnes qui m'ont permis de me rendre compte de la richesse que j'avais, et j'essaye de faire partager cette même richesse qui existe à l'intérieur de toutes les personnes qui sont autour d'une table, dès lors qu'ils sont des êtres humains. Et du coup, une toute dernière question, parce qu'on est déjà un tout petit peu en retard et on pourrait créer le débat, on le sent, et avoir un plateau qui dure longtemps. Une dernière question peut-être pour ces parents d'enfants qui vous voyez, il y a ces grandes fêtes où ça s'alcoolise fort, etc. C'est quelque chose qui est devenu presque banalisé. C'est ça qui est peut-être un peu dangereux avec l'alcool, c'est que tout le monde croit savoir, oui, c'est un peu comme le PMU, tout le monde a une idée sur ce qui est bon, pas bon de faire, ce qui est dangereux ou pas. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire à ces parents où les enfants vont à des fêtes, des ados, peut-être même pas majeurs pour certains, ils vont à des fêtes où il y aura beaucoup d'alcool? Est-ce qu'il y a des choses à dire, des bons gestes à avoir en tant que parent? Parce qu'on peut pas tout interdire, j'imagine non plus. Je t'aime et je t'aime comme tu es. Je te respecte comme tu es. Et je préférerais que, où que tu ailles, tu fasses attention à toi, parce que la personne la plus importante, c'est toi. Et une des devises d'Alcool Assistance, c'est « Soyons acteurs de notre santé ». Même si tu décides d'être plus qu'humain. C'est ça. Ouais, on vous prendra une prochaine fois, on vous invitera pour un débat sur la question. En tout cas, merci beaucoup. Et c'est impressionnant comment en si peu de temps, on sent vos expertises respectives là, sur vos sujets. Et ça donne envie de mieux vous connaître. On est en direct du parc de la Citadelle à Strasbourg. La rentrée des associations, c'est aujourd'hui, c'est demain. Vous pouvez venir visiter toutes ces associations. Et je vous remercie du coup pour votre présence aussi sur ce plateau. On le rappelle, donc on avait autour de la table pour les curieux qui voudront approfondir, donc venir vous rencontrer aujourd'hui, demain, ou allez vous voir sur votre site internet, vos sites internet respectifs. Donc j'avais avec moi AFT Technoprog, pour ces questions des technologies du futur adaptées à l'humain, n'est-ce pas également alors je vais redire le club de karaté avec Thierry Michel, merci beaucoup pour ces informations. Également France AVC 67, donc prévention et accompagnement face aux risques cardiovasculaires, et également Alcool Assistance, ça se limite pas à l'alcool, on disait, et là aussi comme dit, des belles vidéos à aller voir sur le site, et il y avait des belles choses aussi chez vous, donc vraiment n'hésitez pas. Et c'est vrai que on se rend compte de la force du tissu associatif qui propose des contenus très intéressants et très stimulants. Merci beaucoup, on va vous libérer, retourner à vos stands pour continuer à rencontrer le public à l'occasion de cette journée de la rentrée des associations, et on continue ce plateau. Nous, dans quelques instants, on passe en attendant la parole à Claude Schneider, qui est le président de la Maison des associations, et il va nous expliquer un petit peu justement la Maison des associations qui organise cet événement. C'est quoi? Je vais vous parler de l'organisateur qu'est la Maison des associations. Alors évidemment, la Maison des associations est en partenariat fort avec la ville, puisque c'est la ville qui a souhaité que la Maison des associations se mette en place dans les années 90. La Maison des associations a deux fonctions. Une fonction de gestion patrimoniale, ça veut dire en d'autres termes qu'il y a des bureaux qui sont mis à disposition d'associations de manière permanente, d'autres qui sont à disposition de manière partagée, et des salles de réunion qui sont mises à disposition des associations, bien sûr, moyennement un paiement ridicule, évidemment, mais cela étant, il faut bien que nous récupérions, nous vivions, nous aussi, dans notre organisation. Donc, gestion patrimoniale. Mais ça veut dire aussi que derrière,
les associations peuvent toutes, effectivement, participer à la vie de la maison des associations. Ça, c'est le deuxième volet. Participer à la vie associative de Strasbourg. Donc, la maison d'association est un outil, un lieu, un outil pour justement permettre ces démarches de participation à la vie associative, pour permettre la rencontre des associations, pour permettre la création de réseaux, pour avoir un lieu d'accueil de collectifs. Donc, la maison d'association, dans son nouveau projet associatif qu'elle est en train de mettre en place, a pour vocation, effectivement, d'être un lieu où on développe la vie associative, mais aussi un lieu où on développe les outils pour permettre aux associations de faire face à leurs soucis, à leurs problèmes. Donc, c'est à la fois un lieu où on se rencontre, où on échange, et aussi un lieu où on donne des outils aux associations. On est un centre de ressources pour les associations, afin qu'elles arrivent à gérer des choses qu'elles ne connaissent pas habituellement. Alors que ce soit du statut, ça c'est assez classique. Ceci aussi, c'est en partenariat avec le mouvement mouvement associatif, pardon. Et donc il y a cet aspect-là, mais il y a aussi l'aspect des conseils lorsqu'il y a des logiques de conflit, des choses comme ça. Donc on est une sorte d'expert pour les associations. On est aussi un lieu d'information pour les associations, et pour ça il y a un site, mais il y a aussi des journées multi-conseils, il y a aussi des soirées d'information, et il y a surtout une personne qui est capable de répondre aux différentes questions, ou du moins de trouver les réponses et les personnes ressources qui peuvent vous répondre. La Maison des associations a dès le début mis en place, donc je crois que c'est 91 la première fois, le village des associations. Alors ça s'est appelé Rentrée des associations, ça s'est appelé Forum aussi, je crois. Enfin, il y a eu plusieurs noms. Cette année, on a changé de nom, effectivement. On est arrivé dans le village, et je vous ai parlé du concept avant. Alors, pourquoi la Maison des associations fait cela ? Qu'est-ce que vous voulez ? Il faut être réaliste. On est un outil qui permet de rencontrer, que les associations se rencontrent. Faire ça à Maison des associations, on n'ira pas loin. Le fait de faire au Parc de la Citadelle, c'est 200 associations. Mais c'est surtout des associations qui viennent d'horizons très différents. De l'humanitaire, de la culture, du sport, de l'écologie, etc., de art du monde, par exemple. Donc, c'est aussi un lieu où on peut mettre beaucoup d'associations et qu'on peut effectivement les faire se rencontrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, et échanger. Donc, la raison pour laquelle on fait cette rentrée du sport, cette rentrée des associations, là, il y a eu un loupé de ma part, des rentrées des associations, où il y a une part sportive, bien sûr, il y a une raison très simple, c'est qu'il faut créer à un moment donné un lieu où beaucoup d'associations se rassemblent, mais surtout où le public puisse venir rencontrer ces associations. Et le public, c'est vous, de les rencontrer, puisque souvent vous cherchez une activité pour vos enfants, souvent vous cherchez une activité pour vous, vous cherchez une activité pour les seniors, vous cherchez des causes, vous cherchez aussi des lieux de rencontre, des personnes à rencontrer, puisque notre société, c'est une société où il y a des problèmes de repères. Une association est une logique de repères. Donc, vous pouvez donc à ce moment-là, vous, public, effectivement, les rencontrer dans un contexte large. En plus, c'est en plein air, donc du coup, on est Covid compatible.